Alors, maintenant on va reprendre, on va partir sur la conférence plus classique. Encore merci à Callan Scott d'avoir et à Pocket de nous avoir permis d'interviewer un petit peu Callan Scott. Donc on va parler du programme de Star Wars de Panini Comics de 2022. Alors, comme le signalait Lucie tout à l'heure, c'est vrai que les couleurs sont un petit peu cramées avec le rétroprojecteur, mais on arrive quand même un peu à lire. Donc on va parler d'abord en fait un petit peu de tout ce qui est comics canon, et après on va parler plus du légende, avant de finir sur ce que j'ai appelé d'autres galaxies. On verra ce que c'est. Vous emballez pas non plus de manière complètement délirante, mais ce sera sympa quand même. On commence donc avec l'Aube écarlate. Alors on va parler de l'Aube écarlate dans le sens où ceux qui ont vu Solo Star Wars Story connaissent le nom de l'Aube écarlate, hein, donc c'est l'organisation criminelle de Dryden Voss qu'on voit dans le film. Du coup, on va commencer à parler de ça parce que l'Aube écarlate, c'est un peu la clé de voûte des comics qui sortent actuellement du coup en VO ou en VF. Avec par exemple War of the Bounty Hunters. Et en fait, ça va être une trilogie du coup. Une trilogie de 3 époques. D'abord War of the Bounty Hunters, ensuite Crimson Reign, et après Hidden Empire, dont il n'y a pas une seule image qui circule pour l'instant, donc du coup il n'y a pas d'image non plus là. Et du coup, cette trilogie, elle a à chaque fois une mini-série principale qui a le même nom que la période, et elle implique par contre du coup toutes les séries comics qui sont publiées en parallèle, que ce soit Star Wars, Dark Vador, Dr. Aphra, Bounty Hunters. En ce qui concerne War of the Bounty Hunters, donc on l'a publié ou pré-publié, comme on veut le dire, donc en 5 volumes d'environ 170 pages. Où ils existent en souple ou en cartonné, et à chaque fois dedans on retrouve toutes les séries, justement toutes celles que j'ai évoquées, la mini-série principale, Star Wars, Dark Vador, etc., et tout ça publié dans l'ordre. Évidemment, c'est pas la seule manière de lire, je vais y revenir dans quelques instants, mais c'est un peu la manière où on a du coup la narration la plus fluide, avec l'ordre qui est souhaité par les auteurs. Donc les 4 premiers sont sortis, le 5 il était censé sortir là, mais j'ai rendu l'édito en retard, du coup il va sortir plutôt la semaine prochaine. Crimson Reign, du coup, qui prendra la suite de ça, sortira à partir du mois prochain. Et autant alors sur War of the Bounty Hunters on l'a sorti en mensuel, autant Crimson Reign on le sortira en trimestriel, et il n'y en aura que 4 parce qu'il y a un tout petit peu moins de matériel. Et du coup l'autre manière de publier, ce sera dans la collection qui est un peu, on va dire, la collection phare, hein, de chez Panini, qui est la collection 100% Star Wars, donc format comics cartonné comme ça, hop. Où en fait on va vous sortir du coup War of the Bounty Hunters seul, donc la mini-série principale, les 6 épisodes, et à côté de ça, tous les épisodes de War of the Bounty Hunters de la série Star Wars vont être publiés dans le tome 3 de la série actuelle. Ce qui tombe bien, c'est que c'est au niveau lisibilité, c'est plutôt facile de s'y retrouver, dans le sens où pour chaque série, c'est à chaque fois le tome 3 qui est celui de l'équivalent de War of the Bounty Hunters. Ainsi, on aura Dark Vador tome 3, Bounty Hunters tome 3, et chacun représente donc l'équivalent des épisodes qui sont actuellement publiés dans ces volumes souples. Typiquement, voilà, il y a 2 tomes de Dr. Aphra, le tome 3, pareil, ce sera celui de War of the Bounty Hunters. On est sur des dates de sortie du coup pour cette collection là en 100%. Star Wars, War of the Bounty Hunters et Dark Vador en mai, et Bounty Hunters et Dr. Aphra en juillet, du coup pour compléter le tableau. Voilà. Crimson Reign, du coup, j'en ai déjà parlé. Alors, j'essaie d'éviter de trop dire quel est
ou en tout cas un des personnages principaux de War of the Bounty Hunters, Crimson Reign et Hidden Empire. Soit vous reconnaissez, soit vous ne reconnaissez pas, soit vous avez déjà entendu la news, soit vous avez déjà lu. J'évite de trop mettre les pieds dans le plat parce que si vous ne le savez pas, c'est quand même un truc où quand on le découvre à la fin du premier épisode, on fait « Oh, trop bien !» Mais voilà, je vais éviter de trop m'apesantir là-dessus, même si vous êtes sans doute soit déjà au courant, soit déjà spoilé. Voilà. On va continuer avec la Haute République. La Haute République, donc, si vous étiez là durant la conférence Pocket, ou si vous étiez là l'année dernière, ou voilà, maintenant vous êtes au courant de ce que c'est, donc c'est l'âge d'or des Jedi et de la République. On est environ 200 ans avant la menace fantôme, à un moment où la République est en paix, mais où la bordure extérieure n'est pas vraiment pacifiée, n'est pas vraiment explorée, et où du coup, forcément, ça va être le bordel lié à ça, hein, on connaît le principe. S'il n'y a pas un petit peu des combats et des choses comme ça, on finit par s'ennuyer. Du coup, la Haute République, on l'a sortie au début en 2 formats. Je parle un peu des formats, hein, c'est le truc qui à la fois est un peu chiant et peut rebuter les gens qui ne s'y connaissent pas, mais à la fois il faut quand même reclarifier parfois un peu les choses. La Haute République, on l'a d'abord sortie en format fin de 48 pages avec 2 épisodes dedans. C'est les 3 petits que j'ai mis à droite, là. Hein. Et après, on a remis ces épisodes dans des volumes, pareil comme j'expliquais, hein, la collection principale, la collection 100% Star Wars. Et typiquement, du coup, on se retrouvait avec les 5 premiers épisodes qui ont été après republiés dans le tome 1 et les 5 d'après qui ont été publiés dans le tome 2. C'est bien, vous suivez. Et le tome 3, par contre, il n'y aura pas d'équivalent en publication dans le format 48 pages. Alors pourquoi? Déjà parce qu'on n'avait pas prévu à la base de le faire durer ad vitam aeternam. Et la deuxième raison, elle est beaucoup plus triviale, c'est que si vous êtes un petit peu au courant, les prix du papier ont flambé de chez flambé avec la crise du Covid et un milliard d'autres raisons. Et on se retrouve avec des coûts d'impression qui sont complètement délirants. Donc le fait de faire une double publication si proche, elle était un peu dure à justifier et à tenir, voilà, pour quelque chose qu'on n'avait pas prévu en plus de tenir ad vitam aeternam, comme je disais, ça devenait vraiment compliqué à envisager. La Haute République, du coup, c'est cette série donc, de Karen Scott, où on suit Keith Trennis. Si vous étiez là durant la conférence avec Pocket, vous avez vu à quel point Keith est cher au cœur de Karen Scott. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est vraiment très cool. Mais c'est vrai que les couleurs là, elles sont saturées, ça merde. C'est pas la seule série du coup de la Haute République. On a aussi la Haute République les Aventures, alors qui était présentée un peu comme un titre jeunesse. On peut débattre là-dessus quand même. Il y a un côté, moi je trouve presque young adult ou tout public. Voilà. Après on peut couper les cheveux en 4 dans un sens ou dans l'autre. Mais en tout cas, je trouve pas que ce soit jeunesse dans le sens vraiment kids, on est plus dans quelque chose où on peut prendre du plaisir même quand on est un lecteur adulte dessus. Comme pour la Haute République, elle sera complète en 3 tomes. Le tome 2 sort, je peux vérifier mes notes, du coup en juin. Et dans le tome 2, vous retrouverez, alors j'en profite pour le redire, mais vous retrouverez du coup le récit qui est proposé ici, le butin, hein, celui dont on parlait avec Karen Scott tout à l'heure, mais que du coup vous avez en avant-première là sur le salon dans le flipbook inédit qu'on a réalisé avec Pocket. Du coup, la Haute République, on continue. Il y a 2 mini-séries qui sont prévues. Alors, il y en a une chez Marvel, comme c'est indiqué, l'autre elle est chez IDW comme Les Aventures. Trail of Shadows, alors, on va en parler après, on va commencer par parler celle où il n'y a pas de titre indiqué, mais qui s'appelle Le Monstre du Pic du Temple. Alors dans Le Monstre du Pic du Temple, en fait on suit, alors non pas une Jedi, comme pourtant on pourrait le croire, mais une ancienne Padawan slash Jedi qui a décidé en fait de tourner le dos à son enseignement parce qu'elle ne s'y retrouvait pas.
Elle reste un personnage quand même positif, mais qui a une place un peu à part, on va dire, hein, quand même pas dans l'ordre justement. C'est une utilisatrice de la force, mais qui ne se considère pas elle-même comme Jedi. Donc le monstre du temple, qui du coup raconte son histoire, qui est une histoire complète, elle sera proposée en juillet. Du coup, elle avait été présentée d'abord en VO comme un graphic novel, puis après finalement elle avait été publiée sous un format épisodique, mais même le format épisodique était un peu particulier. Il y a la dessinatrice qui dessine, Raquel Scott, elle a un style à la fois très clair, très presque cartoon, et à la fois très moderne, très comic book. C'est, je trouve, une des belles révélations de ces dernières années. Elle fait vraiment un super boulot dessus. Et vraiment, il y a un côté récit complet, un peu en marge de ce qui se passe dans le reste de la Haute République, mais vraiment ultra agréable à mon sens. C'est vraiment une belle surprise ce récit. Et à côté de ça, on a. Et du coup, c'est Kevin Scott aussi, on ne l'arrête plus. Et à côté de ça, on a Trail of Shadows, du coup, la piste des ombres en VF, qui sortira du coup, pareil, je vérifie au fur et à mesure, en septembre, et qui est de Nigel the Holder, et qui s'intéresse en fait à ce qui se passe à la fin de l'Orage Ronde, et à une mort en particulier, et à l'enquête qui va suivre cette mort. Ça sert un petit peu de trait d'union, je trouve, entre l'Orage Ronde et la chute de l'étoile. Donc voilà, et puis on a un duo d'enquêteurs avec d'un côté un Jedi et de l'autre une enquêtrice mandatée par la chancelière. C'est un petit peu CSI Jedi. Alors après, je vais vous parler un peu des autres comics canon. Donc là, on a fait toute la partie qui concerne la trilogie de l'Aube écarlate. On a fait maintenant tout ce qui concernait la Haute République. Et il nous reste donc quand même d'autres choses dont on peut parler. Alors du coup, je vous ai d'abord mis l'ouvrage de Dark Maul, qui est donc fils de Dathomir, qui est un titre qui a été publié par Dark Horse, mais qui est quand même considéré comme canon. Bon, tout ça, c'est on va dire, des considérations très éditoriales, très pointilleuses, mais où c'est des scénarios en fait qui étaient basés à la base, super, qui étaient pensés à la base pour la série Clone Wars, et qui finalement ont été, au moment d'une des annulations de la série, ont été finalement faits sous la forme de comics, et qui du coup poursuivent l'histoire de Dark Maul durant cette, et de Mandalore durant cette période. On a aussi des publications en deluxe. Alors, les publications en deluxe, c'est notre autre format. Le 100%, c'est cette taille, c'est la taille comics. Les publications en deluxe, c'est une taille légèrement plus grande. Et surtout en général plus épaisse, ce qui nous permet de compiler plusieurs tomes. Typiquement, en début d'année, on a fini de compiler les 3 tomes de l'ère de la République, l'ère de la Rébellion et l'ère de la Résistance. Et alors là, celui que j'avais utilisé pour vous présenter, c'était La Citadelle Hurlante, qui est un peu le 4e tome, si on veut, de la série Star Wars lancée par Jason Aaron en 2015, donc, et qui termine justement la publication en deluxe de cette série. Alors, on a un ordre de lecture qui est un petit peu bâtard, mais qui permet justement aussi à tous les lecteurs de s'y retrouver. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pensé, c'était le but. On se retrouve ainsi, alors je vais aller très doucement là-dessus, parce qu'il paraît qu'il ne faut pas que je marche là, mais je vais y aller en allant tout doucement. On a ainsi le tome 1 qui est là, Star Wars. Après, on lit le crossover Vador abattu, qui est un crossover avec la série Dark Vador. On l'a publié à part, parce que comme ça, ceux qui suivent la série Dark Vador, ils ont quand même le même tome, ils n'ont pas besoin de racheter 2 fois la même histoire. Après, on a le tome 2 de Star Wars,
Voilà, il faut dire Vador abattu. Et après, on a pareil, encore un tome hors série qui est du coup La Citadelle Hurlante, qu'on a décidé de ne pas numéroter non plus, parce que si dans le futur on vous propose Afra, vu que c'est un crossover avec Afra, ça permet aussi de faire le lien comme ça. Et pareil, l'idée ce sera d'avoir un tome 3 de Star Wars plus tard dans l'année. Je peux vous donner la date tant que j'y suis. Le tome 3 de Star Wars en Deluxe, il est prévu en septembre aussi. Et ce sera le premier du coup consacré vraiment au run de Kieron Gillen, voilà, qui trouve aussi un petit peu ses débuts là sur la Citadelle Hurlante. En fait, pour être précis, Kieron Gillen, là je vais faire une micro-parenthèse, c'est intéressant parce qu'il avait commencé à écrire du coup la première série Dark Vador, celle qui est un crossover de Vador abattu. Et en fait, il y a eu un moment où Kieron Gillen s'est dit je vais arrêter avec les comics, que ce soit Marvel, Star Wars, etc. Je vais me consacrer à mes propres créations, genre Die, des choses comme ça que vous pouvez retrouver chez Panini Comics. En fait, il y a eu ce moment où il s'était dit allez, c'est bon, j'arrête. Et on lui dit en fait, tu as créé le personnage de Dr. Afra, il reçoit pas mal de retours avec le public, etc. Est-ce que tu veux pas, après Dark Vador, écrire Afra? Il a dit bon, ok, j'écris Afra, bon, c'est la suite de Dark Vador, c'est presque pas comme si je continuais, je fais ça. Et il est en train de finir Afra, il est en train de passer la main à son copain Spurrier, et de se dire c'est bon, j'ai fini, j'arrête. Et à ce moment-là, il me fait au fait, il y a Jason Aaron qui s'en va de Star Wars, est-ce que tu veux pas reprendre Star Wars? Alors, d'un côté, il avait dit j'arrête avec ça, de l'autre côté, on lui propose la série Star Wars chez Marvel. Quand même, ça le titille un peu. Et en fait, le moment où il fait le crossover La Citadelle Hurlante avec Jason Aaron, c'est un moment où il teste. C'est-à-dire, il se dit est-ce que j'ai envie d'écrire ces personnages? Est-ce que j'ai envie d'écrire Han Solo, Luke Skywalker, Leia? Est-ce que j'ai des choses à dire sur eux? On va voir ça avec ce crossover, justement, avec Afra. Et si c'est le cas, je prends le job. Au pire, je considère que c'est toujours la même chose. J'ai pas vraiment. Voilà, c'est une seule grande histoire. Et si c'est pas le cas, je profite pour m'en aller. Et en fait, il a pris évidemment énormément de plaisir en écrivant La Citadelle Hurlante. Et c'est pour ça que dans la foulée, il a écrit la série Star Wars pendant une vingtaine d'épisodes. Voilà, ça c'était la parenthèse sur Kieron Gillen. Alors ça, après, c'est des publications un peu différentes qui vont sortir plus ou moins vite. Le premier qui va sortir à la fin du mois de mai, j'avais oublié, je ne l'ai pas déjà juste là, c'est du coup le journal de Obi-Wan Kenobi. Donc c'est tous les épisodes ou arcs narratifs tirés de la série Star Wars qui s'intéressent en fait au journal d'Obi-Wan Kenobi. Dans la série Star Wars, en comics, Luke récupère le journal d'Obi-Wan et lit ce qu'il y a dedans pour essayer de trouver des enseignements qui lui permettraient de se perfectionner dans les enseignements de Jedi. Et du coup, il y a régulièrement des épisodes comme ça qui s'intéressent à son passé. C'est là-dedans, par exemple, qu'on va avoir un affrontement entre Obi-Wan Kenobi et Kramsta Santan le Noir, là, le Wookiee, c'est prononcé un peu comme j'ai pu, le Wookiee qu'on a pu voir dans le livre de Boba Fett. Et voilà. Et donc, on vous les propose en fait dans un format qui reprend l'aspect du journal d'Obi-Wan Kenobi, donc avec un côté simili-cuir, et voilà. Et à côté de ça, je vous ai mis la couverture VO de The Mandalorian Season 1, qui du coup est l'adaptation jeunesse de toute la saison 1 de Mandalorian, environ 80 pages. Alors ça peut sembler très court, dit comme ça. J'ai été surpris que ça fonctionne aussi bien en aussi peu de pages, et surtout, là avec les couleurs un peu saturées, je ne sais pas trop ce que vous voyez sur la couverture, mais franchement, les dessins à l'intérieur sont aussi chouettes que la couverture, et vraiment, c'était une belle surprise de travailler dessus. La traduction est déjà faite, je l'ai relu, et ça sort aussi. Je crois que j'avais déjà annoncé sur les réseaux en plus, mais ça sort en juin. Voilà, la saison 1 et la saison 2 sortira en septembre.
Et on va rester exactement sur les mêmes personnages, mais pour parler de choses qui sortiront en 2023. Du coup, il y a une mini-série Obi-Wan signée Christopher Cantwell et Ario Anindito, du coup, au dessin, donc le dessinateur de la Haute République, qui revient sur différents moments de la vie d'Obi-Wan. Pas de mystère sur pourquoi Marvel sort une mini-série sur Obi-Wan là dans les prochaines semaines. Hein. C'est lié à la série sur Disney+. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire grand-chose parce que je suis comme vous, pour le coup, là je ne l'ai pas vu. Et à côté de l'adaptation jeunesse de The Mandalorian, il y aura aussi une adaptation en 8 épisodes, un épisode de comics par épisode de série, de la saison de Mandalorian chez Marvel. Et donc, ces publications qui sortent dans les prochaines semaines / mois aux États-Unis seront proposées en 2023 en France. Les autres publications qui sortiront en 2023 en France, là on change un peu de personnage, on change un peu d'époque et de style. C'est d'un côté Alchian Legacy, on va dire comme ça, qui est en fait basé sur l'hôtel qu'il y a dans les parcs Disney. Alors dit comme ça fait un peu bizarre, mais il y avait déjà eu une première mini-série un peu pareil basée sur les parcs Disney et qui rendrait, moi j'avais plutôt bien aimé, j'avais trouvé assez cool, assez bien géré, et en fait c'est les mêmes auteurs en plus, ils gèrent vraiment bien le côté petite pastille à travers le temps pour nous parler d'une époque, d'un lieu, etc. Et voilà, ça donne quelque chose d'assez chouette. Et on se calme. Là, évidemment, en plus, on remonte jusqu'à la Haute République pour aller jusqu'à la postlogie. Donc, on a un grand laps de temps à travers l'équipage et les voyageurs de ce vaisseau. Et à côté de ça, il y a une nouvelle série régulière qui vient de commencer. Il y a eu un épisode pour l'instant en VO, si je ne dis pas de bêtises. Han Solo et Chewbacca, donc de Guggenheim, et je ne me rappelle plus du dessinateur, c'est autant pour moi, j'aurais dû prendre plus de notes, et qui sortira aussi en 2023. Pour l'instant, le premier épisode était assez chouette. Il se termine avec un cliffhanger plutôt inattendu, on va dire. Du coup, il donne vraiment envie de lire la suite. Pour l'instant, pareil, j'ai lu un épisode, donc c'est un petit peu juste pour vous en dire plus que c'était intriguant. On va parler de l'Epic Collection. Alors, l'Epic Collection, pareil, si vous êtes là, si vous suivez un peu les news, vous devez voir ce que c'est. Pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, j'en profite pour vous montrer. Les Epic Collection, ce sont des gros volumes de 450 pages environ, qui reprennent en fait tout ce qui a été publié par Dark Horse de 91 à 2014, mais du coup de manière non pas dans la chronologie de l'ordre de publication par Dark Horse à l'époque, mais dans la chronologie dans l'univers. Et ainsi du coup on se retrouve avec des tomes qui reprennent, on va dire, à travers 9 grandes ères temporelles. Donc on a eu le tome 1 de l'Empire, le tome 1 de la menace révélée, donc qui est juste après la menace fantôme, ou le tome 1 de la guerre des clones, les héros de la guerre des clones, tout cela sont sortis. Alors ils sortent en 2 éditions, tome souple à 26 € et tome cartonné à 30 €. Là on a l'Ancienne République, donc là vous avez la couverture donc souple et à côté la couverture cartonnée. L'Ancienne République se déroule bien avant la Haute République. On est largement avant. Ça fait partie, moi je connaissais un peu l'univers des gens, mais évidemment je me suis plongé plus profondément dedans depuis qu'on avait droit chez Panini. Et ça fait partie des séries que j'ai préféré découvrir et lire. C'est vraiment de la très bonne cam, ça ne vieillit pas, il y a un côté en plus série au long cours qui rend le truc très, j'ai envie de dire, rafraîchissant, même si l'histoire est un peu sombre.
Les prochains à sortir, donc c'est les tomes de l'héritage, Legacy, aussi vous connaissez peut-être ce nom-là. On a un peu hésité entre Legacy et vu que tous les autres titres étaient en VF, même si Delcourt utilisait assez peu l'héritage, il l'avait utilisé aussi ici ou là, donc on s'est dit qu'on allait quand même aussi prendre l'héritage histoire d'avoir une cohérence. Du coup celui-là il sortira en mai. Voilà. Bon, vous attendez pas non plus à voir Obi-Wan Kenobi énormément dans le tome. Et ceux qui sortiront après, il y a le tome 2 de l'Empire, qui sortira du coup en... Voilà, excusez-moi, je vérifie les dates pour pas vous dire des bêtises. Il sort en juillet, et le tome 1 de l'Ascension des Sith, qui sortira en septembre. Voilà, oui. L'Ascension des Sith qui se déroule du coup avant la menace fantôme, pour le coup, comme on peut s'en douter, vu qu'on voit Qui-Gon Jinn sur la couverture. Spoiler vieux de 20 ans. Et ça, c'est peut-être, je crois que ça, je ne l'avais pas annoncé jusque-là. Le dernier tome qui sort cette année, qui sortira du coup en novembre, c'est le tome 1 de la Nouvelle République, donc qui se déroule après le retour du Jedi. Voilà, donc ça ce sera le programme de fin d'année en Epic Collection. Ouais, alors là on voit tous les membres des différents sites qui prennent en photo pour les réseaux sociaux. Non, celui-là je l'avais pas dit, je m'étais dit que j'allais quand même vous réserver quelques petites news et infos pour le salon. Alors le programme de 2023 sur l'Epic Collection il n'est pas définitif, donc je vous en parle, mais c'est à prendre avec des pincettes et tout ça. Moi, ce que j'ai plutôt conseillé, c'est de ne pas faire les lancements des 2 dernières ères, parce que là, on est du coup à 7 ères qui sont lancées. Il reste du coup la légende des Jedi et l'ère de la rébellion. J'ai plutôt conseillé de les sortir un peu plus tard pour qu'on puisse avancer quand même dans tous ceux qui sont déjà sortis. Donc, a priori, si on suit ce que j'ai suggéré, l'année prochaine, vous aurez énormément de tome 2, voire 3, si on fait le tome 3 de l'Empire. Mais voilà, l'idée c'est un peu ça, c'est essayer d'alterner les tomes pour que vous ayez régulièrement la suite et à la fois pas trop surchargé. Donc on restera a priori sur un rythme bimestriel pour 2023. Tout ça avec des guillemets, ça peut changer dans le futur. Pour l'instant, l'état du plan à l'heure actuelle, c'est ça. Dans les autres comics légendes, car on ne sort pas que les Epic Collection, on sort quand même d'autres choses. On sort là au mois de mai La Guerre des Étoiles, The Star Wars en VO, qui est en fait du coup l'adaptation du premier script d'un des scripts de Lucas. Avant qu'il soit peaufiné pour devenir le Star Wars qu'on connaît. On retrouve des éléments, on retrouve des choses qui sont complètement différentes. Il y a un côté un peu le jeu des cette différence et à la fois ça tient debout quand même. C'est assez fun et assez réjouissant. Les dessins de Mike New qui ont un côté très photoréaliste, ce qui peut parfois être problématique, moi je trouve, sur certains types de récits, mais là ça fonctionne très bien parce qu'on est un peu quasiment dans un film alternatif, donc vraiment ça joue bien, et ce sera un très grand format qui permettra, format de luxe de mémoire, qui permettra justement quand même de profiter bien des dessins. Et c'est signé par feu Jonathan Winsler, qui est mort l'année dernière. D'ailleurs c'est vrai que j'aurais aimé qu'on puisse enrichir un peu plus ce tome de choses autour de Winsler, mais pour des raisons éditoriales ça n'a pas pu être possible. Mais voilà, il y a déjà beaucoup de bonus parce que, comme pour l'édition précédente de chez Delcourt, il y a le numéro 0 qui revient sur tous les concept art et le travail de création d'adaptation de ce script, avec entre autres une espèce de micro-récit de quelques pages qui était là pour montrer à quoi pourrait ressembler
le projet fini. Outre ça, il va avoir un gros morceau en juin. Alors, gros morceau pour ceux qui s'intéressent de loin à l'univers légende. Pour ceux qui ont déjà beaucoup de tomes, ce sera moins intéressant évidemment. Mais du coup, on sort une collection du coup en 10 tomes de la légende de Dark Vador. Chaque tome à 6,99 €. Et à chaque fois, des récits qui sont des récits complets. Alors, chose étonnante, c'est vrai que quand j'ai dû venir avec on va dire le déroulé de la collection, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément un choix si conséquent de récits sur Dark Vador dans l'univers légende. Donc vous retrouvez quand même une belle partie en fait de tout ce qui concerne Dark Vador dans l'univers légende avec cette collection. Moi j'avoue qu'en termes de lecture, alors, évidemment moi j'ai mes préférences perso, mais j'ai été très agréablement surpris par La Prison Fantôme. Je ne sais pas si c'est un avis qui est partagé par d'autres ou pas. La Prison Fantôme, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé les dessins d'Augusto Alessio. Donc voilà, il y en a plusieurs comme ça où j'ai eu des bonnes surprises. Voilà. Alors après, c'est sûr que si vous suiviez les publications de notre cher Thierry dans les années précédentes, vous n'y trouverez pas forcément de grandes nouveautés. Mais par contre, c'est vrai que si vous avez envie de lire des récits sur Dark Vador pour pas cher, c'est vraiment une excellente manière de se mettre le pied à l'étrier. Dans les autres publications légendes, il y aura la publication sous la forme d'omnibus des années Marvel, donc les publications par Marvel de 77 à 86, sous la forme de 3 omnibus qui seront publiés au rythme de 1 par an et à chaque fois avec une couverture classique qui sera proposée partout et une couverture exclusive qui sera proposée uniquement sur le site de Panini. Si je ne dis pas de bêtises, ce seront ces deux-là. Et voilà, autre galaxie. En fait, je me suis dit, regardez, là, ça fait déjà bien 40 minutes qu'on parle de Star Wars, et mine de rien, le salon, il s'appelle Génération Star Wars et Science-Fiction, donc je me suis dit que j'allais prendre quand même quelques minutes pour vous parler de SF et de comics. Donc promis, pas de super-héros et tout ça, même si ça vous dit l'année prochaine que je vois avec les organisateurs, si vous voulez que je fasse une conférence sur les super-héros à côté de la conférence Star Wars. Je fais toujours la conférence Star Wars, mais j'en fais une sur les super-héros. Je vois une personne qui dit oui, les autres, je vais dire que vu que vous acquiescez pas, c'est qui me répond. Oui, aussi. Je fais partie des orgas. Oui, c'est d'accord. Bah donc, moi, du coup, voilà. Je ferai 2 conférences l'année prochaine. Voilà. Faudra voir ça avec Alex quand même. On voit, mais en tout cas, on essaie de mettre ça en place. Du coup, j'avais choisi comme image pour illustrer ça Sentient de Jeff Lemire et Gabriel Balta. Sentient, donc on est quasiment dans du Star Wars. On est au bord d'un vaisseau qui se déplace dans le vide de l'espace. Bon, après, c'est tout le temps de ça du Star Wars parce que presque tout le monde meurt et il y a tous les enfants qui doivent survivre dans un vaisseau abandonné. Il y a un côté à la fois un peu tragique, un peu horrible, et à la fois très humain. C'est un one-shot, c'est vachement bien, je vous le conseille si vous l'avez jamais lu. Ceux qui aiment un peu les comics en dehors de Star Wars, vous avez forcément entendu parler en bien de Jeff Lemire, et il vous prendra une fois de plus avec ça. J'ai pris un peu des titres comme ça dont j'avais envie de parler. J'ai pris après Rédemption. Alors Rédemption, là, avec l'image que vous voyez en plus avec le contre-jour et tout ça, vous voyez peut-être que ça donne juste l'impression d'être un western, mais en fait on a un petit côté hybridation entre western et post-apocalyptique, parce que ça se passe justement après un apocalypse qui a rendu la Terre difficilement habitable, et du coup il y a une ambiance de western post-apocalyptique quasiment Mad Maxienne qui est assez chouette, et c'est illustré par Mike Deodato Jr. que vous avez peut-être déjà vu du coup sur Vador abattu, dont on parlait tout à l'heure. Et à côté de ça, c'est Marneus Calgar de Kieron Gillen. Kieron Gillen qui est revenu chez Marvel entre-temps, entre autres pour du coup scénariser et superviser une ligne de comics autour de l'univers de Warhammer 40 000. Alors, Warhammer 40 000, je l'ai découvert avec ce comics.
c'est pas aussi joyeux et sympa que Star Wars. C'est beaucoup plus déprimant. Disons que les personnages les plus positifs, ils seraient pas loin d'être des nazis, et que les personnages les plus négatifs, ils sont carrément des démons suppôts du mal. Voilà. Et il n'y a pas de personnages positifs, en fait. Ils sont tous horribles. C'est très gore. C'était une lecture très surprenante. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est vachement bien, hein, mais c'est un peu surprenant quand même. En lecture surprenante aussi, il y a The Pool de Steve Orlando et de Ricardo Lopez Ortiz qui sort le mois prochain et qui est de la SF où en fait le monde a été condamné par les actions d'un surhomme en fait qui a une espèce d'armure qui lui donne des capacités un peu surhumaines et il ne reste plus que quelques semaines à vivre à l'ensemble de l'humanité et du coup c'est un peu une course-poursuite pour essayer de trouver une solution alors que une catastrophe va arriver dans les prochains jours. Franchement, une bonne surprise. Après, je vous conseille de feuilleter parce que le style graphique tire un peu du côté des mangas, donc je sais que chez certains, ça peut poser problème. Et sinon, histoire de finir avec ça, j'avais parlé un petit peu de l'univers d'Alien, donc qui arrive chez Panini Comics à partir de cette année, avec, pareil, c'est un peu la news, avec 2 tomes de la nouvelle série de Johnson et Salvador Larroca. Salvador Larroca qui a signé beaucoup de comics Star Wars. Et aussi, sans doute, 2 tomes aussi de l'Omnibus Aliens, qui reprend du coup tout ce qui avait été publié chez Dark Horse à l'époque. Et pour 2023, il y aura également du Predator en VF, en français. Mais pour l'instant, vu que ça n'a pas encore été republié en VO, voilà, on en restera là. Maintenant, si vous avez, on a encore 10 minutes. Oh là là, 10 minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller pour me poser des questions. Pour War of the Bounty Hunters, il y a les numéros classiques en format super cartonné et les 100% qui arrivent. Et pour la mini-série War of the Bounty Hunters, mais est-ce qu'il y aura 100% pour les one-shots? Alors, c'est une excellente question. J'aurais dû en parler durant la conférence et j'ai oublié de le faire, donc merci pour ta question. En effet, il y a des one-shots qui sont publiés au fur et à mesure. Alors, sur Jabba, en fait, c'est presque plus sur Boba Fett. Sur IG-88, donc le droïde, Bush, etc. Et à la base, il y avait un 100% qui était prévu dédié à ces one-shots. Pour l'instant, il a été mis de côté pour les raisons mentionnées de crise du papier, etc. Tout ça. Vu qu'il commence à avoir des références à ces one-shots qui apparaissent dans les autres séries, je vais en mettre une couche pour qu'on ne l'oublie pas, pour qu'on le replanifie, etc. Pour l'instant, il n'est pas planifié, il n'est pas forcément oublié non plus, il est un peu dans une zone grise comme ça. Voilà. J'aimerais bien avoir une meilleure réponse que ça. Pour l'instant, j'ai pas mieux que ça en stock. Tu as dit pour le tome 2, je crois, de Public les Aventures, qu'il allait avoir le récit du flipbook. Il y aura les 3 autres de l'annuaire dedans ou... Oui, il y a tout l'annuaire qui sera dedans. C'est le même sommaire qu'en VO, donc épisode 7, 8 ou 7, 9, comme ça, ou 6, 8, 6, 9, 2-3 épisodes, plus le Free Comic Book Day, plus l'annual. Voilà, tout complet, etc. Je précisais juste pour ce récit-là pour que justement vous sachiez que le récit qui est dans le flipbook sera aussi comme ça. Par contre, la nouvelle qui est dans le flipbook est exclusive au flipbook, donc vous pouvez aller l'obtenir à la librairie. Ça me permet d'en rajouter une couche. Merci Laurent. Tu nous disais que vous avez bien récupéré le catalogue Dark Horse Star Wars. Ah, tout à fait. On a commencé à publier les Epic Collection depuis novembre. Si alors, j'ai une question un peu technique parce que je sais qu'ils ont publié un espèce de roman illustré, une trilogie de romans illustrés qui tournait autour de Dark Forces, Calcatarn. C'est édité en français. Est-ce que Panini serait capable de les éditer? Alors,
je reprends ta question histoire de bien la formuler pour être sûr qu'on se comprend. Dark Horse en VO a sorti des récits illustrés, on va dire, et ils n'ont jamais été publiés. Alors, est-ce que tu sais s'ils sont déjà dans les Epic Collection ou pas? Je ne sais pas s'ils ont été dans les... Alors, s'ils sont dans les Epic Collection, ils seront publiés parce qu'on republie les Epic Collection tels qu'ils sont en VO. Donc c'est pour ça que les Epic Collection, l'avantage c'est qu'ils vous proposent tout dans l'ordre, mais ils vous proposent aussi des récits qui ont parfois été publiés par Delcourt que dans des magazines, ou parfois laissés de côté par Delcourt parce qu'ils ne trouvaient pas d'endroit où les publier. Donc là, vous aurez l'inédit quand même. J'avais posé la question à Thierry Mornay, mais il ne pouvait pas parce que le format c'est peut-être pas. Eux, ils faisaient vraiment de la BD, ils ne pouvaient pas faire du. Alors, pour le coup, là déjà, je te dis, ça dépend de si c'est dans les épiques. Si c'est pas dans les épiques, on pourra toujours aller creuser ça et voir. Merci de l'avoir mis sur le radar, comme ça. Mais pour l'instant, la réponse, voilà, pareil, je ne peux pas te faire mieux que ça, mais. Quelques minutes encore, si vous avez d'autres questions. Laurent, encore. Désolé. Delcourt avait publié notamment des strips de Rusmani, et il y avait un tome 2, un tome 3 qui éventuellement était prévu. Est-ce que Panini a prévu éventuellement de reprendre ou pas? Alors, en toute transparence, c'est évidemment, on est dans la niche de la niche de la niche. On est dans les comics Star Wars, oldies, strip. Donc on est vraiment dans un truc qui est quand même, voilà, on parle de quelques personnes. Dans l'absolu, on aimerait bien, oui, on aimerait bien. Le truc qu'on va voir déjà, c'est comment se comportent les omnibus des années Marvel. Si ça fonctionne très bien, ce sera peut-être plus facile de l'envisager. Le fait qu'il y ait déjà eu quand même le tome 1 traduit, ça nous laisse une possibilité. Le fait qu'ils existent en Epic Collection en VO, ça nous laisse aussi une possibilité. Pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas dans les priorités parce que y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à publier, etc. Ça en particulier, comme je disais, niche de niche de niche, c'est évidemment pas une priorité, mais on le garde en tête, on aimerait bien, si l'occasion se présente, on le fera, et typiquement, ça pourrait être l'occasion de l'envisager peut-être dans quelques années quand on aura publié la plupart des Epic Collection. Pareil, j'en profite, je rebondis pour répondre à quelque chose que personne ne m'a demandé mais qui rentre là-dedans, c'est par rapport aux Infinities. On publie la Guerre des Étoiles en format séparé. Il y a eu aussi l'équivalent de What If, on va dire, ce qu'ils appellent les Infinities chez Star Wars. Donc, et si ça s'était passé différemment, etc. Et qui tourne autour des 3 films de la trilogie d'origine. Il y a un Epic Collection qui réunit la Guerre des Étoiles, The Star Wars et Six Infinities. Pareil, pour l'instant, c'est pas une priorité. La Guerre des Étoiles, c'est quand même un récit qui a un côté un peu culte et il y a plein de choses qui donnent envie de le publier, etc. Et du coup, pour les 45 ans de Star Wars, on se disait que c'était le bon moment de le proposer. Le reste, pareil, on verra. On les oublie pas, mais on priorise quand même en fonction de l'intérêt global des lecteurs, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Non? Bon. Eh ben, merci à vous, merci d'avoir écouté, merci d'avoir suivi, et à l'année prochaine.